En Europe médiévale naquit le phénomène de la chevalerie, qui attire encore aujourd'hui l'imagination et évoque des images romantiques de héros en armure étincelante. Le chevalier représente pour beaucoup l'idéal de courage et d'honneur, celui qui vainc les dragons et sauve les reines. Cette histoire ainsi racontée cache cependant une dure réalité. Il s'agissait en réalité d'une institution complexe, dont les porteurs étaient à la fois guerriers, administrateurs fonciers et membres de la haute société. Leur vie était consacrée à la préparation à la guerre et au service de leur seigneur féodal. Leur armure était un miracle technique, mais elle les exposait en même temps à l'épuisement et limitait leur respiration. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles forces se sont rencontrées sur le champ de bataille lorsque naquit la classe des cavaliers cuirassés, et pourquoi il s'est avéré avec le temps que tuer un chevalier n'était pas facile, mais que c'était possible. Nous commencerons par nous rapprocher du contexte social de la chevalerie. Comment un jeune garçon devenait un homme saint d'acier, pourquoi son entraînement était si approfondi et coûteux et ce que signifiait être chevalier pour la famille et la région. Ensuite, nous regarderons sous la couche de fer et découvrirons comment la construction de l'armure évolua des cottes de mailles aux plaques parfaites, comment la répartition du poids et la qualité de l'acier influèrent sur sa viabilité, et quels mythes sur la maladresse chevaleresque nous sont venus plus tard d'autres siècles. Dans les parties principales, nous entreprendrons un voyage où l'armure s'oppose aux armes, comment les épées, marteaux de guerre, hallebardes et arbalètes concevant la mort, et comment l'armure s'améliorait constamment contre eux. Nous révélerons aussi la tactique de combat, y compris la prise à mi-épée, les affrontements avec les piquiers et l'importance de la rançon comme motivation à ne pas tuer. Dans un moment, nous révélerons que le chevalier n'était pas invincible. Son armure le protégeait contre toutes les armes communes de son époque, mais l'alourdissait en même temps et épuisait sa force. Nous verrons que la difficulté de le tuer dépendait du contexte, si le combat se déroulait dans un tournoi étouffant, dans un champ boueux ou sur des remparts de bois sous le feu croisé d'arbalètes. En conclusion, nous transposerons les connaissances acquises au présent et réfléchirons à la façon dont l'enseignement sur les cuirassés médiévaux se reflète dans la conception moderne de la protection dans l'armée et en dehors. Devant nous se trouve une histoire d'armure, de sang, d'honneur et d'adaptation humaine, et il est temps de la raconter. La première étape pour comprendre pourquoi il était si difficile de tuer un chevalier est de savoir comment un garçon devenait un homme en armure. La chevalerie n'était pas un privilège inné, c'était une profession dans laquelle on naissait comme dans un engagement. Les fils de nobles étaient envoyés au service d'un autre seigneur vers 7 à 10 ans pour servir comme pages. Durant ces années, ils apprenaient l'étiquette, les langues, l'écriture et les pratiques religieuses. Mais l'objectif principal était de préparer leur corps et leur esprit au futur combat. Le jeune page s'occupait des chevaux, portait les armes et observait comment son seigneur aîné montait et combattait. Sa tâche était de percevoir le rythme de la cour, de s'approprier les attitudes et de s'endurcir dans le travail physique. À 14 ou 15 ans, le page devenait écuyer, squire. Cette étape apportait un entraînement plus intensif dans la maîtrise des armes et des techniques de combat. L'écuyer apprenait à manier la lance, l'épée, la dague, le marteau de guerre, l'arc et l'arbalète. Il s'entraînait avec des armes de bois lourdes pour s'habituer au poids du métal. Il était responsable de l'entretien et du port de l'armure de son seigneur, et participait souvent avec lui à de petites escarmouches ou voyages. Dans un moment, vous apprendrez qu'outre les armes, il était important pour l'écuyer d'apprendre aussi la tactique, la logistique et les connaissances médicales de base, afin de pouvoir réagir aux blessures de son seigneur sur le champ de bataille. La cérémonie chevaleresque, qui faisait d'un garçon un chevalier, était liée à une dimension spirituelle. Le candidat passait la nuit dans une chapelle, où il priait pour la protection divine, et le matin, on lui ceignait l'épée d'un ruban. L'armure qu'il revêtait avait non seulement une signification pratique, mais aussi symbolique. La couleur blanche du manteau signifiait la pureté.
Les bas noirs rappelaient la mortalité, et le manteau rouge désignait le sang qu'il était prêt à verser. Le chevalier prêtait serment de protéger les faibles, d'honorer la Vierge Marie, et d'obéir à son Seigneur. Et alors seulement, il entrait dans le rôle de guerrier, qui pouvait mener les hommes au combat. Derrière l'entraînement chevaleresque se cachait un énorme investissement financier et temporel. Les parents devaient assurer non seulement les chevaux et l'armure, mais aussi la domesticité qui voyageait avec le jeune adepte. Les coûts d'un ensemble complet d'armure et d'armes équivalaient à la valeur d'un petit domaine. Un cheval de qualité pouvait être aussi cher qu'une exploitation agricole. Cet aspect économique eut un impact à long terme sur la stratégie de combat. Il était rentable de capturer un chevalier et d'exiger une rançon plutôt que de le tuer. Dans un moment, nous verrons comment cette pratique changea le cours des batailles médiévales. Dans les premiers siècles du Moyen Âge, les chevaliers s'habillaient d'armure de maille, mail, qui consistait en milliers d'anneaux de fer, reliés entre eux. Cette forme de protection était flexible et pouvait résister aux coups d'eau tranchants d'épée ou de hache. Mais un fort coup de pointe ou une flèche d'arbalète pouvait déchirer les anneaux. La protection de la tête se limitait à un heaume en forme de seau, et le visage restait souvent découvert. Dès que des arbalètes plus puissantes et des marteaux de guerre toujours plus grands apparurent sur les champs de bataille, les armuriers répondirent par le développement de pièces de plaques, qui apparurent d'abord aux endroits importants, comme les genoux et les coudes, et s'étendirent progressivement à tout le corps. Une armure de plaques de qualité était fabriquée à partir de plaques d'acier d'une épaisseur d'1 à 2 mm. Dans cette fourchette, elle équilibrait poids et protection. Des plaques plus fines auraient été transpercées par l'arbalète. Plus épaisses, elles auraient trop alourdi le cavalier. L'acier était courbé et forgé de manière à créer des formes incurvées. La courbure était essentielle, car elle permettait de dévier l'impact d'une flèche ou d'une lame. Certaines parties, par exemple la cuirasse et le heaume, avaient des surfaces inclinées de manière à détourner les projectiles, selon un angle, comme les plaques balistiques modernes. L'intérieur était recouvert d'un pourpoint rembourré, acétone, en matériaux de lin ou de laine, qui dispersait l'énergie du coup et augmentait le confort. Le poids de l'armure se situait souvent entre 20 et 25 kg, répartis sur tout le corps. C'était moins que les sacs à dos de 30 kg que les soldats modernes portent sur le dos, car le système de plaques répartissait le poids sur les épaules, la taille et les hanches. De plus, l'armure se composait de parties articulées. Rivets et cuirs permettaient d'articuler les plaques individuelles, de sorte que le chevalier pouvait lever les bras, s'agenouiller et se pencher. Les conservateurs du Metropolitan Museum soulignent que l'armure permettait aux porteurs de courir, grimper à une échelle et même faire des culbutes. Le mythe de la nécessité d'une grue pour monter à cheval ne date que du XIXe siècle, quand on utilisait pour le divertissement de lourdes armures de tournoi. Bien que l'armure offre une protection considérable, elle avait ses faiblesses. Les articulations, comme les aisselles, l'aine, l'intérieur des coudes et des genoux, devaient rester relativement libres pour que le cavalier puisse bouger. Ces endroits étaient protégés par des insertions de mailles et du tissu épais, mais ne représentèrent pas une défense absolue. Un autre point faible était la vision. Les fentes du heaume fournissaient un champ de vision minimal, et les ouvertures étroites permettaient qu'y pénètre une flèche ou la pointe d'une dague. Contrairement aux pièces ultérieures, qui étaient intentionnellement résistantes aux armes à feu, l'armure de plaques précoces ne résistait pas à un impact direct de près. L'énergie nécessaire pour percer 2 mm d'acier équivaut à 175 joules, ce que les arbalètes ou arcs puissants pouvaient atteindre à courte distance. L'armure de plus n'est pas seulement une question de plaques, c'est un système. La protection métallique extérieure est complétée par des rembourrages de soie et de coton, un pourpoint de tissu et des sangles pour la fixation. Le heaume devait être fermement attaché au gorgerin pour ne pas bouger lors d'un coup, et les gants devaient aider protéger les mains des coups tranchants, mais permettre en même temps la motricité fine. Le développement de l'armure était donc un compromis continuel entre protection et praticité. Comme nous le verrons plus tard,
La résistance de l'armure était relative au type d'attaque, et les armes s'adaptèrent rapidement à ce compromis. L'armure chevaleresque provoqua une course à l'armement. Depuis l'époque où apparut pour la première fois la protection de plaques, les fabricants d'armes cherchèrent des moyens de surmonter ses points forts et d'exploiter ses faiblesses. Les armes évoluèrent, de manière à concentrer la force sur une petite surface, causer une pénétration, ou générer un impact si grand que l'énergie se transmettait à travers l'armure. Dans cette partie, nous examinerons les outils clés de la mort et la façon dont l'armure réagit contre eux. L'épée est l'arme iconique du chevalier, mais contre l'armure de plaque, elle perdait son efficacité. Un coup tranchant glissait souvent simplement sur le métal lisse et ne causait pas de blessures graves. La lame devait trouver un intervalle entre les plaques, pénétrer à travers le treillis de mailles, ou frapper une partie non protégée du corps. Les chevaliers adaptèrent donc la façon de tenir l'épée. La technique connue sous le nom de demi-épée consistait à ce qu'une main tienne le pommeau de l'épée et l'autre main la lame environ à mi-longueur, créant ainsi une sorte de lance courte. Cela permettait d'obtenir un contrôle supérieur sur la pointe et une distance moindre, de sorte qu'il était possible de frapper l'aisselle, le cou ou la visière du homme. Cette technique était enseignée dans les manuels de combat, Fechtbuchi, où elle est complétée par des prises, des tractations et l'utilisation du poids de l'adversaire. Les épées pour le combat en armure étaient des plus longues et plus lourdes que les épées pour le combat sans armure. Elles avaient une lame plus rigide et une garde moins prononcée, pour qu'on puisse poser la main sur la lame. La pointe était souvent de forme diamantée, qui se mordait mieux dans les interstices. Dans la période ultérieure apparurent des épées à deux mains, parfois appelées Panzerstecher, perce-plaque, destinées spécialement à percer l'armure. Si l'épée luttait avec le problème de la plaque lisse, les armes contondantes résolvaient ce problème directement. Le marteau de guerre avait un côté équipé d'un marteau plat et l'autre terminé par un bec pointu, qui pouvait pénétrer entre les plaques ou à travers le heaume. Le long manche fournissait un levier, et l'impact concentré perçait crânes et armures. Les découvertes archéologiques montrent des crânes avec des trous carrés, probablement causés justement par la pointe du marteau. Ces armes étaient populaires non seulement parmi les fantassins, mais aussi chez les cavaliers, car elles permettaient de mettre hors de combat l'adversaire d'un seul coup. Les masses d'armes et les fléaux étaient des variantes qui se concentrèrent sur la transmission de la plus grande énergie possible. La masse d'armes avait plusieurs côtes ou pointes pour que la force du coup se morde mieux dans le métal. Le fléau, formé d'un manche de bois et d'une chaîne avec une boule métallique, pouvait contourner le bouclier et frapper de côté. Ces armes étaient efficaces aussi contre les cavaliers, car leur inertie perçait l'armure ou causait des fractures d'os. Les haches et hallebardes combinaient fonctions tranchantes et contondantes. Les haches de guerre avaient une tête lourde avec un ou deux tranchants et étaient souvent équipées d'une pointe du côté opposé. Les hallebardes, et leurs parentes la polaxe, joignaient lances, haches et marteaux sur un long manche, ce qui permettait aux fantassins de démonter les cavaliers de leurs chevaux, trancher les armures ou pénétrer avec la pointe. La polaxe était adaptée au combat en armure et populaire dans les tournois. Elle avait un bloc de marteau rectangulaire, une pointe aiguë et un crochet au dos. Dans les mains d'un guerrier expérimenté, elle représentait un outil universel. La rupture dans l'histoire du meurtre des chevaliers fut apportée par l'arbalète. Elle était simple à utiliser, ne nécessitait pas un long entraînement et pouvait générer une énorme force de pénétration. Anne Comnène, dans son œuvre L'Alexiade, décrit l'arbalète comme une invention barbare, qui peut transpercer boucliers et cuirasses de fer et causer la mort, sans que la victime sente la douleur. Sa remarque montre non seulement le choc de l'élite byzantine, mais aussi le fait que l'arbalète était considérée comme une arme déloyale. Au deuxième concile de Latran, 1139, l'arbalète fut interdite par l'Église pour usage contre les chrétiens comme arme contraire à l'éthique chevaleresque, mais l'interdiction était souvent ignorée. L'arbalète pouvait tirer des carreaux, qui pénétraient sur l'armure de maille et causèrent des blessures profondes. Son arc évolua du bois au composite et à l'acier.
L'arbalète d'acier nécessitait un mécanisme d'enroulement, mais fournissait une telle force qu'à courte distance elle pouvait percer même le plastron de plaque. Bien qu'elle fût lente à charger, sa capacité à abattre un chevalier ou son cheval à distance de sécurité changeait les règles du jeu. Les arbalétriers portaient de plus de grands boucliers, pavois, derrière lesquels ils pouvaient se cacher lors du chargement, et coopéraient en unité, ce qui leur permettait de maintenir le rythme de tir. Le principe mécanique de l'arbalète reposait sur la combinaison d'un arc court, d'un fût solide et d'un mécanisme de détente. La force de l'arc était énorme. Les arbalètes lourdes avaient une force de tension dans la gamme de 700 à 1000 N, ce qui était plus que ce qu'un homme ordinaire pouvait tendre à la main. Les arbalétriers utilisèrent donc diverses aides à la tension, un simple crochet avec ceinture avec lequel ils appuyaient l'arbalète contre leur hanche, un pied de biche avec levier, un treuil à manivelle, windlass, ou même un dispositif denté, crâne-quin. Plus le mécanisme était complexe, plus le temps de chargement était long, mais plus l'énergie transmise au carreau était grande. Le projectile, appelé carrel, avait une section carrée ou triangulaire et une longueur courte. Cette combinaison augmentait la rigidité et la capacité de pénétration. Les arbalétriers professionnels se recrutaient surtout dans les villes italiennes, comme Gênes, et exportaient leurs services dans toute l'Europe. À la bataille de Crécy en 1346, les arbalétriers génois formaient la ligne de front de l'armée française. Leur rôle se termina cependant par un fiasco. L'absence de pavois, les cordes mouillées et le manque de pièces de rechange causèrent que leur tir fut lent et imprécis. Quand ils se retirèrent, les chevaliers français menés par le roi les accusèrent de lâcheté et les massacrèrent sur place. Cet incident montre à quel point la logistique et la coopération entre cavalerie et tireurs étaient importantes. L'arbalète pouvait être mortelle, seulement si elle était correctement préparée et couverte. L'arbalète avait aussi ses faiblesses. Sa corde, fabriquée en chanvre, corde de lin ou tendons d'animaux, était sensible à l'humidité. Sous la pluie ou en milieu humide, elle perdait sa tension et ses projectiles volant moins loin. De même, le bruit du tir et la visée visible pouvaient avertir l'adversaire. D'autre part, l'arbalète offrait la possibilité de maintenir la tension plus longtemps. Le soldat pouvait viser et attendre sans se fatiguer, ce qui était significatif pour les débutants. Cette combinaison d'avantages et d'inconvénients en fit une arme qui pouvait changer le combat dans des conditions appropriées, mais ne condamnait pas elle-même le chevalier à une mort certaine. Parallèlement, se développait en Angleterre l'arc long, longbow, qui devint pour le royaume insulaire un symbole national. Ce simple morceau d'if ou d'orme mesurait souvent plus de 2 mètres et avait une tension extrême. Les expériences avec des répliques ont montré que les flèches d'arc d'une force de 80 à 120 livres peuvent atteindre la cible à une vitesse de plus de 50 mètres par seconde. Contrairement à l'arbalète, l'arc long nécessitait des années d'entraînement. La loi anglaise ordonnait donc à tous les hommes de s'entraîner au tir à l'arc les dimanches et jours fériés, et les villages organisaient en des concours pour maintenir les compétences. L'efficacité du longbow dépendait aussi des pointes de flèche. Le broadhead traditionnel à forme de feuille était adapté à la chasse, mais contre l'armure, on utilisait le bodkin, une pointe étroite, quadrangulaire, qui pouvait se mordre entre les anneaux ou dans les interstices de la plaque. Les flèches bodkin avaient une section plus petite et une capacité de pénétration supérieure, mais leur efficacité diminuait avec la distance. Les expériences modernes suggèrent qu'une flèche d'un arc de 80 livres peut percer une cotte de maille et un pourpoint rembourré à 50 mètres, mais un plastron de plaque d'une épaisseur de 2 mm ne peut être percé qu'à très courte distance et sous un angle approprié. Cela explique pourquoi les archers anglais visaient plutôt les chevaux, les bras et les visages que les plastrons. Avec le longbow était liée aussi la tactique. Les commandants anglais déployaient les archers en formation en coin et construisaient devant eux des pieux de bois pour repousser la cavalerie. Les archers tiraient des salves en l'air et par tir direct. Quand l'ennemi s'approchait, ils pouvaient prendre une position défensive derrière les pieux ou prendre l'épée et continuer le combat comme fantassins.
L'arc long avait par rapport à l'arbalète une cadence supérieure. Un archer expérimenté tirait 6 à 10 flèches par minute, mais une capacité de pénétration moindre. D'autre part, l'arbalète pouvait rester tendue et le tireur pouvait plus se couvrir, ce qui était avantageux lors des sièges. Ces différences de quoi déterminèrent que l'arbalète était populaire dans les guerres urbaines et de siège, tandis que le longbow dominait dans les batailles de plaine ouvertes d'Angleterre et du pays de Galles. À la fin du Moyen Âge arrivèrent sur le champ de bataille les armes à feu portatives, la coulevrine à main, handgun, et plus tard l'arquebuse. Ces armes n'étaient pas au début très précises ni fiables, mais elles avaient un effet non négligeable. La balle de plomb ou de fer causait un type de blessure différent de la flèche ou du carreau. Les armuriers réagirent en renforçant les plaques. Ainsi naquirent les premières armures, bulletproof, qui étaient de plusieurs kilogrammes plus lourdes. Bien que les armes à feu portatives au tournant des XIVe et XVe siècles n'aient pas brisé la chevalerie, elles posèrent les bases d'un changement radical ultérieur. Les premières coulevrines consistaient en un tube métallique fixé sur une tige de bois. Le tireur plaçait une mèche d'allumage à l'orifice de la partie arrière et tenait l'arme sous le bras ou sur l'épaule, ce qui était risqué et imprécis. L'arquebuse, qui apparut vers 1450, introduisit une crosse de bois et un mécanisme avec levier tenant la mèche d'allumage, matchlock. La balle de l'arquebuse avait une vitesse plus lente que la flèche, mais sa masse était plus grande. Lors de l'impact naissaient en contusion et perforation. Les armuriers réagirent en renforçant les cuirasses et en ajoutant des plaques supplémentaires. Certaines pièces avaient à l'intérieur une dépression d'essai, qui attestait du test contre le tir. Cette marque d'épreuve devint un signe de qualité, mais augmentait aussi le poids de l'armure jusqu'à 25 kg. Les armes à feu avaient aussi leurs maux. À l'aide de la mèche, il était difficile de tirer sous la pluie ou le vent. Le tir générait une fumée dense qui gênait la visée suivante. Le tireur devait porter poire à poudre, balles de plomb et outils pour nettoyer le canon, ce qui le ralentissait. Pourtant les armes à feu se répandirent rapidement, car elles ne nécessitaient pas des années d'entraînement. Tandis que l'archer s'entraînait depuis l'enfance, une recrue pouvait en quelques semaines maîtriser le chargement de l'arquebuse, la visée et le tir. Cette démocratisation de la force mortelle eut un impact social similaire à celui de l'arbalète auparavant. Elle permit aux simples fantassins de tuer des nobles. Avec le temps, les armes portatives devinrent plus sophistiquées. La mèche d'allumage fut remplacée par le silex, flintlock, et les canons furent plus longs et rayés. Le mousquet, qui apparut au XVIe siècle, nécessitait un support à cause du poids. Ces balles avaient un plus gros calibre et pouvaient apercer même le plastron renforcé. Progressivement, l'armure s'adapta. Certaines pièces furent construites de manière à protéger seulement les organes importants et les bras. La lourde cuirasse fut remplacée par des pourpoints de cuir et de tissus plus légers. Les chevaliers se transformèrent ainsi en cuirassiers avec pistolets et plus tard en dragons, qui combattaient à cheval et à pied. Pourtant, ce n'est que le développement industriel des canons et fusils au XVIIe et XVIIIe siècle qui élimina définitivement des champs de bataille la lourde armure. L'armure et les armes définissaient le potentiel de combat, mais le résultat réel dépendait de beaucoup d'autres facteurs. La fatigue, le terrain, la discipline et la coopération jouaient un rôle clé dans le fait qu'un chevalier survive ou tombe. Dans cette partie, nous explorerons combien il était difficile de combattre en armure, comment les chevaliers se déplacèrent sur différents types de champs de bataille et pourquoi l'infanterie gagna avec ses piques. Des scientifiques de l'University of Leeds menèrent une expérience dans laquelle des volontaires revêtirent des répliques du XVe siècle et marchèrent sur un tapis roulant. Les résultats montrèrent que la dépense énergétique lors de la marche en armure complète était plus que double par rapport à la marche sans charge. Lors de la course, l'augmentation de consommation d'énergie était d'environ 90%. La raison n'était pas seulement le poids total de l'armure, mais aussi le fait qu'une partie du poids reposait sur les jambes et les bras, ce qui augmentait l'effort à chaque pas et limitait l'amplitude de mouvement. De plus, l'armure comprimait la cage thoracique et gênait la respiration.
Ces facteurs menaient à un épuisement plus rapide, surtout si le chevalier devait se déplacer sur un terrain boueux, monter une côte ou courir. La bataille d'Azincourt est un exemple de la façon dont la fatigue devint un facteur fatal. La cavalerie française dut se déplacer à travers un champ détrempé, tout en étant bombardée par les archers anglais. Les lourdes armures gorgées d'eau et de boue ralentissèrent les cavaliers au point qu'ils arrivèrent épuisés à la ligne anglaise. Les chocs avec les pieux de bambou que les Anglais avaient enfoncés dans le sol, et les flèches denses renversaient alors les chevaliers de leurs chevaux. Au sol, dans la boue, l'agilité de l'armure devint un handicap. Cette situation montre que même si l'armure était conçue pour une mobilité maximale, l'environnement pouvait complètement éliminer cet avantage. Les chevaliers en armure complète attaquaient habituellement en formation serrée, pour maximiser la force de pénétration des lances et de la masse des chevaux. Quand la formation se brisait, l'individu pouvait facilement tomber victime. L'infanterie cherchait à résister aux cavaliers par deux méthodes principales, soit par tir à distance, soit par barrière physique. Les piquiers suisses et allemands créaient des formations rectangulaires, avec des piques longues de 4 à 5 mètres. Celles-ci agissaient comme une palissade mobile, qui repoussait les attaques de cavalerie lourde. Les carrés de piquiers étaient de plus capables d'avancer et de briser la défense. Si le chevalier ne s'approchait pas au plein galop, il était arrêté puis encerclé. Les chevaliers réagirent de diverses façons. Souvent, ils mettaient pied à terre et combattaient comme infanterie lourde pour éviter les piques. Ils utilisaient aussi la tactique de contournement. Ils attaquaient les piquiers par les flancs, où les pointes étaient plus courtes, ou cherchaient à les disperser par le tir. L'armure leur fournissait le temps de se glisser sous les piques, mais cela nécessitait une coordination avec leur propre infanterie. En Europe occidentale, grâce à la combinaison de piques et d'armes à feu, se développa la tactique du tertio. Les arquebusiers attiraient d'une salve, puis se cachaient parmi les piquiers, tandis que les premiers rangs défendaient contre l'attaque de cavalerie. Pour les chevaliers, cela signifiait que pour triompher, ne suffisait pas le courage, mais aussi les manœuvres tactiques et la coopération. Le combat en armure complète était non seulement une épreuve physique, mais aussi psychologique. Les high-home limitèrent le champ de vision. Le chevalier ne voyait que ce qui se passait directement devant lui et entendait des sons assourdis. La respiration lourde et le cœur battant résonnaient à l'intérieur des parois de fer, et chaque pas sonnait comme un coup de métal sur pierre. Durant l'affrontement, les cris des blessés et le cliquetis des armes se mélangeaient à la poussière et à la sueur. Le chevalier devait être capable de garder son calme, réagir aux ordres du commandant et ne pas perdre l'orientation. En outre, existait la peur de la chute. Si le cavalier était renversé au sol, il risquait d'être piétiné par un cheval ou de ne pas être capable de se relever avant que l'ennemi ne l'achève. Bien que l'armure permette le mouvement, dans la mêlée générale, bras et jambes pouvaient rester coincés sous d'autres corps ou dans les sillons du champ. Le chevalier devait se rendre compte qu'il devenait plutôt la cible de lances et dagues pressées. Pour éviter cela, il cherchait à combattre en ligne et s'appuyait sur ses compagnons. La technique de cavalerie reposait sur le concept de couche-lance, c'est-à-dire lance appuyée. La lance pesait environ 3 à 4 kg et mesurait plus de 3 mètres. Le chevalier l'insérait dans un crochet métallique sur la poitrine de l'armure et la soutenait sous le bras. En serrant les genoux, il dirigeait le cheval et cherchait à viser la pointe dans le bouclier ou le corps de l'adversaire avec le moindre écart possible. Lors du choc, l'énergie du cheval et du cavalier se concentrait dans la pointe de la lance. Si la pointe frappait une plaque, elle pouvait rebondir, mais si elle trouvait un interstice, elle causait une blessure dévastatrice. Le chevalier devait en même temps s'attendre à ce que sa lance se brise. C'est pourquoi il avait avec lui un écuyer avec une arme de rechange, et le cavalier saisissait après l'impact l'épée ou le marteau. L'utilisation d'attaques à la lance nécessitait la coordination de plusieurs cavaliers en rang. L'attaquant isolé n'avait ni force ni couverture suffisante. Le cheval était pour le chevalier la moitié de sa force. Le destrier, cheval de guerre lourd, était élevé de manière à porter le poids du cavalier et de l'armure tout en conservant vitesse et endurance. Ces chevaux coûtaient une fortune, étaient dressés depuis le poulain,
et apprenait à réagir aux signaux de combat. Il donnait des coups de pied et mordait les ennemis, se tenait ferme sous l'impact et ne craignait pas le bruit. Lors des longues campagnes, ils étaient accompagnés de chevaux plus légers, coursiers ou palefrois, pour la chevauchée rapide et le déplacement quotidien. La logistique d'approvisionnement des chevaux était énorme. Chaque cheval avait besoin quotidiennement de plusieurs kilogrammes d'avoine et de fourrage. Les armées traînaient donc avec des chariots pleins de nourriture et recherchèrent des pâturages. La perte d'un cheval pouvait signifier que le chevalier perdait sa mobilité et devait combattre comme fantassin, ce qui réduisait considérablement sa valeur. Il est important de réaliser que les chevaliers ne voyagèrent pas seuls. Chaque guerrier était entouré d'une suite d'écuyers, armuriers, forgerons, cuisiniers et porteurs. Cette caravane logistique assurait la réparation de l'armure, le changement de fer à cheval, la préparation de la nourriture et les soins aux blessés. En conséquence, l'armée chevaleresque était plus lente et moins flexible que la cavalerie légère ou les milices à pied. Quand elle rencontrait des ennemis rapides, comme les Mongols ou les Turcs, qui s'appuyaient sur des chevaux légers et tiraient à l'arc composite en chevauchant, elle était forcée d'adapter sa tactique. Les expéditions en Terre Sainte contraignirent les chevaliers européens à porter une armure plus légère et à apprendre à manœuvrer dans les steppes ouvertes. La bataille de Hattin en 1187, où la cavalerie croisée succomba à la cavalerie légère de Saladin, montra que fatigue, soif et manque de mobilité pouvaient vaincre même les soldats les mieux cuirassés. De même, la bataille de Mohi, 1241, où les archers mongols attirèrent les chevaliers hongrois dans les marécages, montra que vitesse et tactique pouvaient l'emporter sur la lourde armure. Ces expériences menèrent certains commandants européens à la combinaison de tactiques montées et à pied et à une plus grande flexibilité dans le choix de l'équipement. Encore un obstacle du guerrier médiéval était la capacité de survivre à un coup. Même si l'armure empêchait la pénétration, contusion ou fracture pouvaient y mettre le chevalier hors de combat. S'il parvenait au chirurgien, il pouvait être sauvé. Sinon, la mort pouvait venir lentement. Les chroniques enregistrent plusieurs cas où les blessures menaient à l'infection. Le célèbre roi Richard Cœur de Lion mourut de gangrène après avoir été frappé par une arbalète au bras. À la bataille de Shrewsbury, le chirurgien John Bradmore dut extraire une flèche du crâne du prince Henri, à l'aide de pinces spécialisées et d'onguents curatifs. Si l'instrument n'avait pas été retiré à temps, l'infection aurait tué le jeune homme. Ces histoires prouvent que tuer un chevalier n'était pas nécessairement facile pendant la bataille, mais la mort pouvait venir plus tard, si la blessure n'était pas nettoyée par un chirurgien expérimenté. Une fois que nous comprenons les aspects technologiques, nous devons nous concentrer sur la mentalité. Pourquoi les chevaliers s'abstenaient-ils souvent de tuer et préféraient-ils choisir la capture? Dans ce chapitre, nous examinerons les raisons économiques et éthiques qui se trouvaient derrière cette décision, et comment le comportement des chevaliers différait par là de celui d'autres combattants. L'équipement chevaleresque était extrêmement cher. Une armure complète, plusieurs chevaux, les armes, l'entraînement et la domesticité représentaient un investissement qu'une famille ou un seigneur féodal n'abandonnait pas facilement. Si le chevalier tombait, la famille perdait l'investissement, et le guerrier, s'il était capturé, il pouvait payer une rançon pour lui. Au début du XIIe siècle, le chroniqueur Ordéric Vital enregistra la bataille de Brémul entre le roi français et anglais, dans laquelle s'affrontèrent environ 900 chevaliers. Selon la chronique, seulement 3 hommes tombèrent, car les guerriers s'épargnèrent mutuellement et préféraient tant la capture et la rançon au meurtre. La rançon n'était pas standardisée. La somme dépendait du rang du captif et de la négociation entre les familles. Les nobles les plus riches pouvaient payer des sommes astronomiques, ce qui motivait leurs adversaires à la chasse aux têtes nobles. Dans certains cas, le chevalier capturé devait s'engager à ne jamais plus lever l'arme contre celui qui l'avait capturé. Ce système créait un paradoxe. Il protégeait les vies des chevaliers, mais en même temps les transformait en biens précieux. En pratique, cela signifiait que tuer un chevalier n'était pas toujours souhaitable. Il était beaucoup plus avantageux d'obtenir argent et prestige.
À côté de l'économie, jouait un rôle aussi l'éthique. Les chevaliers se considéraient comme membres d'une classe d'élite, avec des valeurs communes. Le code d'honneur contenait des principes, comme la protection des faibles, le respect de la parole et la vénération des institutions ecclésiastiques. Faisait partie de ce code aussi le traitement de l'adversaire vaincu. Beaucoup de chevaliers croyaient qu'il était déshonorant de tuer un adversaire qui s'était rendu ou était manifestement dominé. C'est pourquoi se développa dans les tournois et sur le vrai champ de bataille la pratique d'accepter la capitulation. Le chevalier pouvait tomber à genoux et demander grâce, ce qui signifiait généralement qu'il serait capturé et une rançon demandée. Il faut cependant ajouter que le code d'honneur n'était ni universel ni toujours respecté. Dans les situations où s'affrontaient chevaliers et infanterie non noble, la règle de la rançon était moins fréquente. Les fantassins dans le cadre de l'entraînement et de la culture ne considéraient pas le chevalier comme quelqu'un qu'il fallait épargner. Dans les phases précoces du Moyen Âge, nous rencontrons de plus une culture où meurtre et asservissement étaient plus communs que la rançon. Ce n'est que progressivement qu'en Europe occidentale se répandit la conception de la chevalerie comme classe avec des privilèges et devoirs spéciaux. La pratique de la capture influençait le cours des batailles. Si l'adversaire savait qu'il pouvait capturer le chevalier, il cherchait à le paralyser plutôt qu'à le tuer, le démonter de son cheval, lui arracher son aume, disloquer ses bras. Cela signifiait cependant aussi que le chevalier pouvait tenir plus longtemps sur le champ de bataille, car l'adversaire évitait les coups mortels. En même temps, les chevaliers voyaient dans leurs collègues ennemis plutôt comme de futures sources de revenus. Il existait pourtant des exceptions. Si les chevaliers se haïssaient mutuellement, ou si la situation exigeait une percée rapide, il n'y avait pas de grâce. D'autre part, si le chevalier était capturé par l'infanterie ou les archers, il pouvait lui porter le coup de grâce, avec une dague rondelle sous l'aisselle ou dans le haume, car pour eux la rançon était moins pertinente. Les chevaliers se trouvaient ainsi entre deux extrêmes. Soit ils rencontraient un collègue qui se tenait au code et les capturait, soit un adversaire plus pauvre qui avait plus de motivation à tuer qu'à négocier. La décision de tuer un chevalier se déroulait donc selon le statut social et les possibilités économiques des deux parties. Les chevaliers dominèrent les champs de bataille européens pendant la majeure partie du Moyen Âge, mais leur influence diminuait progressivement, alors que changeait technologie et organisation des armées. Ce chapitre se concentre sur la façon dont les piquiers, les armes à feu et l'artillerie apportèrent la fin de l'ère des cavaliers cuirassés, et ce que cela signifiait pour la question de savoir s'il est facile ou difficile de tuer un chevalier. Comme nous l'avons déjà mentionné, les piquiers suisses et allemands créèrent des formations qui étaient incapables de résister à la cavalerie lourde. Grâce à la discipline, l'entraînement et la densité des piques, ils créèrent une barrière défensive que les lances chevaleresques ne pouvaient percer sans attaque coordonnée. Les piquiers de plus entreprenèrent des contre-attaques. Leurs longues armes étaient efficaces aussi contre les cavaliers qui avaient déjà perdu leur vitesse. Les chevaliers réagirent en s'intégrant de plus en plus dans les formations d'infanterie, ce qui diminuait leur autonomie. Quand cependant se joignit la discipline des piquiers aux armes à feu, naquit une combinaison mortelle. Le tercio espagnol, type célèbre de formation du XVIe siècle, combinait piquiers et arquebusiers en rectangle. Les arquebusiers tiraient, puis se cachaient parmi les piquiers. Le chevalier faisait ainsi face à l'attaque de la balle et en même temps des piques. Cette tactique se révéla efficace non seulement contre les chevaliers, mais aussi contre d'autres cavaliers, ce qui mena au déclin général de la cavalerie lourde. Le plus grand bond technologique fut l'artillerie. Les premiers canons apparurent déjà au XIVe siècle, mais au début ils n'étaient pas fiables. Quand cependant furent développés pour eux fonds de meilleure qualité, poudre et munitions, ils devinrent l'élément décisif. À la bataille de Castillon, en 1453, qui termina la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, les Français prirent une position défensive et s'équipèrent de dizaines de canons. Les Anglais, sous le commandement de John Talbot, commandant chevaleresque expérimenté, attaquèrent de façon traditionnelle par attaque frontale.
Les canons français écrasèrent cependant leur formation. Les armures furent littéralement déchirées en morceaux, et les chevaliers y tombèrent sur le champ de bataille, sans être capables de pénétrer jusqu'aux lignes françaises. Cet événement devint symbolique. Il montra que même l'armure la plus dure n'arrêtait pas la force destructrice du boulet de canon. Cela ne signifiait pas que les chevaliers disparurent immédiatement. Encore au XVIe siècle, ils servaient comme cuirassiers et arquebusiers, qui combinaient lourde armure et armes à feu. Leur rôle changeait cependant progressivement. La mobilisation féodale fut remplacée par des armées permanentes, qui recrutaient et payaient les soldats. L'administration d'État et les impôts financèrent des armées professionnelles, qui n'avaient pas besoin de la classe chevaleresque. L'idéal chevaleresque se déplaça vers les tournois, la littérature et la mythologie, tandis que la réalité pratique de la guerre se déplaçait vers la masse d'infanterie. La disparition de la dominance chevaleresque était liée aussi aux transformations économiques et sociales. Alors que se développait le commerce et que les villes s'enrichissaient, croissait aussi le pouvoir des bourgeois, qui finançaient les armées mercenaires. L'invention de la poudre à canon permit aux villes de construire de l'artillerie, qui pénétra les remparts et sapa les anciens systèmes fortifiés. Cela changea la stratégie militaire. Investir dans de coûteux chevaliers cessa d'être efficace. Au lieu de cela, il était rentable d'entraîner et équiper des soldats à pied avec des armes à feu, et de leur donner une solde, ce qui mena à la professionnalisation de la guerre. De plus changeait la mentalité. La chevalerie vivait certes dans les représentations et la littérature, mais en réalité elle devenait dépassée. La nouvelle élite se recrutait parmi les fonctionnaires, juristes et financiers. Les châteaux se transformaient en châteaux. Renaissance, et les champs de bataille se déplaçaient hors des remparts urbains. La cavalerie cuirassée avec boucliers évidés et signes héraldiques devint plutôt symbole du passé que partie du présent. La question de combien il était difficile de tuer un chevalier se déplaça ainsi de la réalité effective vers la reconstitution historique. Notre voyage au Moyen Âge a révélé que tuer un chevalier était difficile, mais pas impossible. La perfection technique de l'armure de plaque, qui répartissait le poids et résistait à la plupart des attaques tranchantes, donna aux chevaliers un avantage qui domina les champs de bataille pendant des siècles. D'autre part, il s'est révélé qu'existent des armes et stratégies qui remettent en question cet avantage. Les coups contondants des marteaux de guerre, les pointes aiguës des hallebardes, le vol silencieux et mortel des arbalètes et le tir sans fin des arcs longs. La charge physique de l'armure, l'endurance limitée et la fatigue inévitable rendaient de plus difficile aux chevaliers le combat sur terrain difficile. Et à l'horizon se dessinait l'avenir sous forme de piques, armes à feu et canons, qui transformèrent l'art militaire. Tuer un chevalier n'était pas seulement une question technique, c'était aussi un dilemme moral. La chevalerie créa des règles selon lesquelles il était mieux de capturer l'ennemi et obtenir une rançon que de le tuer, ce qui diminuait le taux de mortalité parmi les guerriers nobles. L'infanterie ou les archers ne partageaient cependant pas ces règles, et ainsi les chevaliers se trouvaient souvent dans un paradoxe. Plus ils avaient une bonne armure et position, plus grande était la motivation de tirer profit de leur mort. En regardant vers le présent, il est évident que certaines questions reviennent sous d'autres formes. Les soldats modernes portent gilets pare-balles, casques et plaques céramiques, qui doivent les protéger contre éclats et balles, tout comme les chevaliers d'eau médiévaux. Ils doivent aider à résoudre le compromis entre protection et mobilité. Les médecins de campagne aujourd'hui, tout comme les chirurgiens médiévaux, luttent contre les infections et complications de blessures. Certes, ils ont antibiotiques et environnement stérile, mais le défi reste similaire. Science et technologie poussent aujourd'hui les limites des matériaux, tout comme le faisaient les forgerons médiévaux, qui cherchaient le bon rapport entre dureté et flexibilité de l'acier. La parallèle avec le Moyen Âge ne se termine pas à l'équipement individuel. Les armées modernes utilisent des véhicules blindés de plaques de matériaux composites et de Kevlar,
qui résistent à beaucoup de types de munitions. Pourtant même ces systèmes ont des faiblesses. Dispositifs explosifs improvisés, missiles anti-chars et drones peuvent détruire un char, tout comme le boulet de canon perçait jadis l'armure. De même, on cherche l'équilibre entre poids du véhicule et sa mobilité. Le véhicule lourd fournit protection, mais est lent et sujet à panne sur sol mou. Cette dynamique ressemble remarquablement aux décisions des chevaliers médiévaux, de choisir cuirasse lourde ou équipement plus léger. Il est intéressant que l'art chevaleresque revienne sous forme d'art martial européen historique, EMA, et de groupes de reconstitution. Les passionnés s'entraînent en réplique d'armure, apprennent les techniques de demi-épée, travaillent avec hallebarde et combat en armure complète. Ces activités montrent que la fascination pour la culture chevaleresque persiste. Nous essayons sur notre propre peau ce que c'était de porter des plaques d'acier, et découvrons que beaucoup de mythes sur la maladresse ne sont pas vrais. En même temps, une telle pratique nous permet de percevoir quel grand rôle jouaient discipline et résistance psychique. Pour le lecteur moderne, peut être instructive aussi la portée philosophique plus large. Dans le monde de la cybernétique, on parle d'armure et d'armes sous forme de pare-feu et malware. Dans le domaine médical, nous cherchons à renforcer le système immunitaire contre les micro-organismes qui s'adaptent constamment. Dans chaque domaine de l'activité humaine se déroule une course similaire entre mesures protectrices et outils qui les contournent. La compréhension de la dialectique historique entre chevaliers et leurs adversaires peut nous aider à mieux réfléchir sur la façon de réagir aux défis d'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'innovation technologique, sécurité sur les routes ou questions d'éthique dans le conflit. Cette histoire nous rappelle que le désir humain de sécurité et pourtant la capacité de développer des outils destructeurs forment un cycle sans fin d'innovation. Les chevaliers étaient le produit de leur époque. Ils joignaient en eux courage, habileté technique et responsabilité sociale. Leur histoire montre que la force n'est pas absolue, mais relative à l'environnement et au contexte. Quand nous nous trouvons aujourd'hui face aux défis de sécurité, que ce soit dans l'armée, la police ou la vie personnelle, nous pouvons nous inspirer de l'histoire, chercher l'équilibre entre protection et liberté, entre courage et stratégie, entre vertu et pragmatisme. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous a fasciné le destin des chevaliers médiévaux et voulez en apprendre plus sur leur monde, laissez un like et partagez cette histoire avec vos amis. J'ai hâte d'autres voyages dans l'histoire, où nous révélerons d'autres secrets de l'histoire humaine.